On va démarrer. Donc, merci à tous d'être connectés à notre webinaire sur l'accessibilité numérique, animé par Niji et Urbilog. On va commencer par un tour de table. Je vais commencer, je suis un peu mal polie. Moi, je suis Betty Boger, je suis la responsable de la Testing Factory. Léo. Bonjour à toutes et tous. Léo Pouget, moi je suis responsable commercial secteur public chez Niji. Christella. Bonjour, Christelle Henriquez, moi je suis responsable de front au sein de l'agence de Niji. Et Mathieu. Bonjour à toutes et tous, Mathieu Pradure, je suis le fondateur de la société Urbilog, spécialisée sur l'accessibilité numérique. Alors, on parle souvent d'accessibilité et souvent, quand on parle d'accessibilité via les applications et ce genre de choses, c'est que le numérique. Mais en fait, tous les jours, on utilise des outils. Et donc, je vais commencer par vous montrer que vous avez dans vos mains, dans vos poches, tous les jours des outils qui, en fait, ont été travaillés sur le sujet de l'accessibilité numérique. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez, j'ai des pièces de monnaie. Ouais, la caméra, je suis plutôt comme ça. Et savoir comment on fait pour reconnaître la pièce. Alors, ce qui distingue les pièces, c'est le poids, la taille et surtout le pourtour. Et en fait, vous avez des crénelures. Typiquement, là, j'ai, je ne sais pas si je suis centré. Oui, c'est bon. À peu près. Ouais, bon. J'ai une pièce de 1 euro. Alors maintenant, je vais faire plus vite. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça, c'est une pièce de 20 centimes. Ah, il y a des gens qui arrivent. Ça, c'est une pièce de 10. Ça, c'est une pièce de 20. Alors, je vais être trop vite pour la caméra, d'ailleurs. Ça, c'est une pièce de 50. Celle-là, elle est grande, c'est une pièce de 2. Après, Léo, tu pourras me dire si j'ai... Alors celle-là, elle est un petit peu... En fait, j'ai rien. En fait, j'ai aucune strie dans ce sens-là. Par contre, j'ai une strie dans ce sens-là. Ça veut dire que c'est une pièce de 2 centimes. Et j'en ai fait tomber une. Oui, je l'ai mis à côté. Non, j'ai vérifié, tout est bon. Donc, voilà, c'était juste pour dire que, en fait, tous les jours, on utilise sans le savoir des outils qui ont été conçus pour tout le monde et pour lesquels on a aussi pensé à des personnes qui ont des besoins spécifiques. Et c'est un petit peu l'idée de ce webinaire, c'est de faire un petit peu le topo sur ce qu'est l'accessibilité numérique et les obligations et également les opportunités que ça peut revêtir. Je vais présenter l'ordre du jour. On va présenter l'ordre du jour. Donc Mathieu nous présente une grande partie de ce webinaire. Donc on va démarrer par comprendre le handicap. Qu'est-ce que l'accessibilité et l'accessibilité numérique? On va rappeler les obligations légales, le panorama des outillages qu'on peut utiliser en accessibilité et qui sont aussi utilisés sur les projets pour vérifier l'accessibilité. Mathieu nous présentera également comment se rendre accessible. On fera à la fin une petite présentation de Niji, une petite présentation du Urbilog et de notre partenariat, parce que nous sommes partenaires. Et nous terminerons notre webinaire par 2 REX présentés par Urbilog et Niji. Je vais laisser la main à Mathieu sur comprendre le handicap. Alors, le handicap, c'est un fourre-tout, on ne sait pas vraiment ce que ça signifie, et pourtant ça représente à peu près 15% de la population française. Donc ces 15%, c'est quoi derrière? En fait, la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut comprendre le mot handicap et le mot déficience. En fait, le handicap n'est que la conséquence d'une déficience, qu'elle soit moteur, physique, psychique, mentale ou autre, liée à une situation. Alors la situation, elle peut être permanente ou partielle, en tout cas dans le temps. Et on voit que la répartition, vous voyez les chiffres, je ne vais pas vous les lire, ça ne sert à pas à grand-chose, je pense que vous les voyez. Mais c'est pour dire qu'on a des idées reçues, parce que le sigle du handicap, c'est souvent le fauteuil. En fait, ça ne représente pas du tout la majorité des handicaps, mais c'est très visible. Alors c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que derrière le handicap, il y a énormément d'éléments non visibles, puisque 80% des handicaps sont non visibles. Et donc, c'est là où, effectivement, il faut le représenter. Et les 2 handicaps qui se voient le plus sont, les handicaps moteurs, notamment liés au fauteuil, et le handicap visuel, parce que souvent, c'est des personnes, notamment qui sont aveugles, ont une canne blanche. Ou d'ailleurs un chien, qui peut être moins visible d'ailleurs. Donc, on voit d'ailleurs que les handicaps cognitifs sont quand même assez majoritaires. En tout cas, dans les familles, c'est juste pour montrer effectivement qu'il y a plein de handicaps qu'on n'identifie pas. Et notamment, je parle souvent de l'autisme parce que
Urbilog est une entreprise adaptée et on a des personnes autistes qui travaillent avec nous. Et donc, voilà, ça fait partie aussi des publics qu'on ignore souvent quand on parle de handicap. Alors, Je passe maintenant à l'explication de qu'est-ce que c'est que l'accessibilité et l'accessibilité numérique. Mathieu, dis-nous tout. Alors, le but, en fait, de l'accessibilité, qu'elle soit numérique ou autre, en fait, c'est de se donner la possibilité d'accéder à un outil, à un service ou toute information, on va dire, qui est disponible. En fait, le but, c'est d'avoir accès à son environnement. Et donc, évidemment, quand on parle de numérique, les premières personnes qui vont être en difficulté sont ceux qui n'ont pas accès à l'écran. Ou, parce qu'on oublie souvent, ceux qui n'ont pas accès à la souris. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas accès à leur clavier. En fait, les 3 éléments d'interaction que l'on a sur un ordinateur, et ça peut être aussi sur un smartphone, peuvent ne pas être utilisables. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'accessibilité, c'est ça. Et à quoi ça sert l'accessibilité? Parce que c'est ça le plus important, in fine. Et ben, ça sert en fait à s'intégrer, à la fois sur le plan social, parce qu'en fait, on vit tous dans un environnement social, hein, c'est nous permettre d'accéder à des loisirs, c'est nous permettre d'accéder à des services, c'est nous permettre d'accéder à l'emploi, et donc c'est aussi l'accès, on va dire, à tout l'espace professionnel. Qui n'utilise pas dans sa vie professionnelle des outils numériques? Et donc c'est important aussi de considérer ça. Dans les intranets, dans les services numériques qui sont dans les entreprises, c'est important de voir aussi l'accessibilité comme telle. Et il y a aussi tout l'aspect culturel. Aujourd'hui, c'est bien de pouvoir aussi tout simplement s'enrichir. Et l'enrichissement, c'est une vie professionnelle, une vie culturelle et une vie sociale. Et tout ça, ça forge en fait notre environnement. Et de plus en plus, le numérique s'invite dans ces espaces, voire est totalement indispensable. On ne s'en rend pas compte, mais régulièrement, on n'a pas le choix que d'utiliser des services numériques. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il est important d'être accessible pour pouvoir être un véritable, je veux dire, citoyen et pleinement un consommateur. Et c'est vraiment ces 2 éléments-là qui sont indispensables aujourd'hui. Et d'où l'importance de l'accessibilité et de l'accessibilité numérique. Merci. Donc, on va parler maintenant de... Mais c'est quoi en fait le RGA, Mathieu? C'est là? Alors le RG... Tu peux y aller, Mathieu, vas-y. je fais le RG2A et je te laisse faire la suite. Ça te va? Très bien. RG2A, ça signifie quoi? Alors d'ailleurs, il y a eu 2 significations, parce qu'en fait, on a gardé le sigle, mais au départ, ça ne signifiait pas exactement ça. Ça s'appelle le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. Et je te passe la main, Christina. En effet, du coup, l'objectif de ce référentiel, c'est d'avoir une liste de critères qui va permettre de vérifier du coup l'accessibilité des services numériques. Ça repose sur 13 règles générales et 4 grands principes qui sont le fait que tout service doit être perceptible, utilisable, compréhensible et robuste. La première version, elle a été publiée en 2019. Depuis, on a eu plusieurs évolutions et en effet, les critères du RGA vont vérifier principalement 4 grandes catégories d'accessibilité qui sont l'accessibilité visuelle, l'accessibilité auditive, l'accessibilité motrice et l'accessibilité cognitive. Je pense que du coup sur le slide d'après, on veut quand même aussi rappeler le fait que l'accessibilité, au-delà d'être d'une importance éthique et sociétale, c'est aussi un vrai vecteur d'opportunité d'avoir un service qui est accessible, parce que ça va apporter plusieurs avantages au-delà de l'inclusivité. Le premier avantage, c'est l'avantage économique, bien entendu, avec un élargissement de l'audience. Mathieu vous en a parlé, c'est 15% des personnes aujourd'hui qui sont en situation de handicap. Donc, un service non accessible, c'est 15% de personnes qui ne peuvent pas utiliser votre service. Vous allez aussi limiter les risques juridiques et bien sûr, tout ce qui est amende, litige éventuel lié à la non-accessibilité de votre service. Et il y a aussi une réduction des coûts de maintenance parce que travailler l'accessibilité, c'est aussi être... conforme avec les bonnes pratiques de code, avec les bonnes façons d'écrire et de développer les choses. Donc voilà, maintenant c'est beaucoup moins cher. On a moins j'ai plus le mot
de problématiques de correction, voilà, de pertes sur la durée de votre service. En termes marketing, ça va bien entendu améliorer l'image de votre entreprise. Hein, ça envoie une image de marque positive, hein, surtout en France. Et vous allez aussi avoir une amélioration du SEO, parce que l'accessibilité et le SEO, ils travaillent main dans la main. Donc, vous allez un site qui va avoir une meilleure visibilité. Et enfin, le dernier avantage, c'est la performance, parce qu'on va bien sûr avoir des meilleures performances de chargement, encore une fois, en travaillant le code de façon plus propre. Vous allez vous avoir une meilleure compatibilité avec les différents appareils, que ce soit mobile, tablette, ordinateur. Et vous allez avoir un travail de l'UX et de l'UI qui va être amélioré, donc une utilisabilité améliorée pour vos utilisateurs. Ok. J'avais une petite question, Christella. Pourquoi il y a 3 niveaux dans le RGA? Pourquoi il y a 3 niveaux? Alors ça vient du WCAG au départ, qui sont le niveau A, le niveau AA et le niveau AAA, qu'on n'a plus aujourd'hui dans le RGA. On part du principe qu'une conformité, c'est 100% des critères applicables conformes. C'était des niveaux des niveaux d'accessibilité. En fait, simplement, le AAA, je crois qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises. Je m'arrête si je dis des bêtises, hein, Mathieu, mais qu'il y a très peu de sites qui sont en AAA parce que c'est des critères qui sont très, très poussés pour des handicaps assez spécifiques. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les WCAG, donc les Web Content Accessibility Guidelines, il y a eu 3 niveaux, effectivement. Que lorsque le RG2A a été rédigé, en fait, ils ont intégré directement le 1A et le 2A. Donc, le RG2A correspond globalement au niveau 2A du WCAG. Et aujourd'hui, dans la majorité des pays, que ce soit des pays anglo-saxons ou tout autre pays qui nous entoure, en fait, c'est le niveau 2A qui est recommandé, comme le RG2A en France. En fait. Donc, globalement, c'est le 2A ou le RG2A qui est à privilégier comme référentiel. Et une dernière question. Et pour les mobiles, c'est le même référentiel? Alors, le mobile, en fait, dans le RG2A en France, c'est une spécificité, c'est-à-dire qu'il fait un rappel à, on va dire, une directive européenne, qui est l'EN 301-549. Et il y a une petite interro à la fin, hein, pour savoir si vous avez bien retenu tous les chiffres. Et donc, le RG2A ne le reprend pas au sens littéral du terme. Nous, on en a conçu une version. Tout à l'heure, Christella disait que le RG2A, c'est 106 critères. On a, nous, une version avec 65 critères pour la partie mobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous comprenez bien que sur un ordinateur, on a accès à un clavier et pas sur un smartphone. Donc, il y a forcément des tests qui ne peuvent pas être faits de la même façon. De la même façon, on a du touch sur les mobiles et on a une souris sur un ordinateur. Donc, en fait, on n'a pas exactement la même interaction. Ce qui fait que, globalement, on a un peu simplifié le référentiel. Alors, ce référentiel, on l'a appelé le RAM parce qu'il y avait un référentiel d'accessibilité, on va dire, à tout ce qui est application mobile, on va dire. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut aujourd'hui, grâce à ça, mesurer en pourcentage, comme le RG2A, l'accessibilité d'un site ou d'une application, au même titre qu'on pouvait le faire avant sur le desktop. Là, on peut le faire vraiment de la même façon. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des vrais référentiels. Alors, c'est un référentiel, on va dire, européen, mais qui n'est vraiment pas détaillé. Donc, c'est mieux de prendre des référentiels, on va dire, qui sont un peu plus structurés et organisés. Le RG2A est quand même beaucoup plus simple que les fameuses WCAG dont on parlait tout à l'heure. Merci à vous deux. Mathieu, tu nous proposais une démo? L'idée pour moi, c'est de vous montrer un petit peu. Réglage. On parle souvent d'accessibilité, on parle souvent de conformité, et je vais vous parler aussi d'accessibilité, et notamment d'accessibilité d'usage. L'écran de l'iPhone Snail Shift. Donc, Dossier commerce. Quoi de mieux que de montrer des outils et je vais vous montrer des sites, peu importe les applications, l'idée c'est le concept, parce que je le retrouve un peu partout. Amazon. Internet Auchan. Je vais commencer par vous montrer une application qui permet de faire ses courses, sur lequel... Choisir un drive ou afficher mes produits. Bouton. Donc là, pour l'instant, on me dit que... Vous entendez bien? Oui. Ok. Drive ou livraison. Donc, drive ou livraison, ok. Choisissez votre mode de course en ligne. Choisissez votre mode de course en ligne. Choisir un drive ou la livraison. Pour l'instant, j'ai tout bon, c'est-à-dire que j'ai bien l'information qui est présente à l'écran. Afficher mes produits. Bouton. Je continue. En fait, je slide, comme vous le faites d'ailleurs. Sauf que moi, en fait, c'est un slide, ça consiste à aller sur l'élément suivant. Afficher mes listes. Bouton. Afficher mes achats. Bouton. Alors, là, vous entendez quelque chose.
et on n'entend rien. Enfin, on n'entend rien. En fait, je sais que j'ai un espèce de petit schling qui signifie qu'il y a quelque chose derrière. Donc, je sais que je perds de l'info. Et si je demande à ma voisine, je perds quoi? Alors, il n'y a plus de... 45% rideau d'écran Alors, qu'est-ce que je perds? C'est les catégories charcuterie, surgelée, pain, Voilà. pâtisserie, les Catégorie de produits. ouais, les catégories de produits. Ouais. En fait, Les rayons. je perds tous mes rayons. En fait, ça, typiquement, c'est un site sur lequel, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose parce qu'en fait, alors je peux rentrer dans le rayon. en cours. Là, je suis dans le rayon. Un précédent. Bouton de recherche précédent. Thé. Infusion. Chocolat en Là, poudre. ça marche. Voilà, j'étais sur thé, chocolat en poudre, infusion. Et le problème, c'est que si je veux pouvoir l'utiliser, il faut que je compte. C'est-à-dire que je vais devoir compter. Alors, quand il y en a 3, ça peut le faire. Là, je pense qu'il y en a 25. Ouais. Donc, c'est mort. Ouais, dans les produits. Donc, ça s'appelle un site ou une application inaccessible. Champ. Ensuite, Poursuivre. alors, deuxième présentation. Et là, on va parler de conformité. Mes avantages, barre d'onglet, rayon, onglet, de série, mes produits, onglet, promotion, bouton. Alors, je suis sur les promotions. Retour. Deux avis. 1 euro soit 13,52 €. Ajouter le produit, ajouter au prix bas. Alors, je vous parcours. Alors, je vais juste récupérer le nombre de promotions. C'est toujours intéressant. Promotion, scanner, recherche, scanner, promotion, 1213. Alors, j'ai quand même 1213 produits, ce qui a une importance dans ce que je vais vous montrer. Je suis donc sur un produit, je pose mon doigt quelque part. Maroc. Voilà. 2, 1, 13, ajouter au prix bas. Voilà. Ça, c'est la première instance de mon produit. Il y en a 1213. Prix bas, premier élément. Framboise barquette 125G. Ah bah c'est bien d'actualité. Les framboises, donc on sait quel est le nom du produit et le type de produit. Espagne. On connaît la provenance. 3 avis. Je connais le fait qu'il y ait des avis, mais alors pour le coup, Mais il je y a n'ai pas pas le résultat de l'avis. 1,69 €. Là, on me dit le prix. Et attention, petit détail, on me dit 1,69 €. J'entends régulièrement 1,69 €. Mais en fait, ce n'est pas la manière dont nous, on s'exprime dans notre quotidien. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez compris que j'écoutais un peu plus vite mes informations. Et ben donc, tout petit détail a en fait de l'importance. Je vais vous faire un parallèle pour que vous compreniez l'importance de bien écrire avec une bonne prononciation. On a tous été confrontés un jour ou l'autre à des dates à la française et des dates à l'américaine. En fait, on les comprend, mais on comprend instantanément la date à la française et on comprend de manière différée la date à l'américaine. Notre temps de cerveau, notre temps de traitement est en fait un peu plus long. Et ben, c'est exactement la même chose en mode vocal. Donc, soyez attentifs à ces détails, parce que pour nous, ce n'est pas un détail. 13,52 € par kilo. Là, j'ai le prix au kilo. Ajouter le produit à une liste. Ajouter le produit à une liste Ajouter au panier. et ajouter au panier. Donc, vous allez pouvoir me dire globalement, ce que j'entends là, c'est plutôt bien. J'ai toute l'information qui m'est restituée. Deux choses. Première chose, j'entends ajouter à une liste et ajouter au panier. Si vous me voyez utiliser mon smartphone ou mon ordinateur, vous allez vite vous rendre compte que j'écoute quasiment jamais tout jusqu'au bout. Et donc, j'essaye de discriminer le plus rapidement possible avec les premiers éléments à ma disposition. Et bien là, le fait que ça soit deux fois l'action ajoutée me pose un problème parce que je ne peux pas discriminer sur le panier ou sur la liste rien qu'avec le premier mot. Et donc, j'aurais préféré avoir typiquement inséré à une liste et ajouté au panier. Ça ne change pas grand-chose en termes de développement, mais pour moi, ça me permet de gagner du temps. Deuxième élément, si je recompte Prix bas. 1, Cerise 2, Bigamo, France. 3, 27, 5, 8 6, ajouter 7, ajouter au panier. 8. Bouton. Et n'oublions pas que nous avons 1213 produits. Donc là, j'estime que ce site est franchement plutôt bon en termes de conformité. Mais j'ai un problème, moi, en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que, tel que vous voyez là, je risque d'y passer quelques dizaines de minutes, voire une heure pour faire, parce qu'un panier, c'est entre 30 et 60 produits. Et donc, voilà, vous imaginez le temps que je dois y consacrer. Et l'intérêt du sujet d'accessibilité, ce n'est pas forcément d'être 100% conforme. Alors évidemment, c'est important d'être conforme. Et il ne faut pas opposer les deux. Mais
n'oubliez pas que ces outils sont utilisés par des vrais utilisateurs, que la loi n'est pas un utilisateur en tant que tel, mais que c'est important de faire en sorte que l'objectif de ce site, c'est de vendre. Et bien, vous allez d'autant plus pouvoir le vendre que vous allez me simplifier la vie. Et du coup, je vais vous montrer une troisième. Et après, on va passer là-dessus. Après, on va passer à la suite. OK. Alors, là, c'est un autre problématique que l'on a. Screen image. Barre d'onglet. Promotion. Je vais sur la partie promotion pour être à peu près au même niveau. Meilleure vente. 34% en avantage. Carte. Bonduelle. Les 3 légumes. Chou-fleur. Carottes et brocolis. Le sachet de 750 G ligne verticale 3,45 € barre oblique KG. 2,59 €. Bouton. Et là, j'ai tout Bonduelle sur un seul élément. Si je slide, meilleure vente, 34% en avantage. donc on peut se dire top, ça pour moi c'est génial. Et là, effectivement, je vais y passer moins de temps. Sauf que je n'ai pas accès au bouton ajouter au panier. Sur la page, il n'y a pas. Je peux le faire avec un slide. Explorer l'image. Et vous allez entendre Plus icône. plus icône, ICAT to list. ICAT to list. Et si je fais plus icône, je ajoute au panier, parce qu'évidemment, je sais le traduire parce que j'ai un peu pratiqué. Et maintenant, j'ai ICAT to list. Minus icône. minus icône pour pouvoir le supprimer. Et bien là, globalement, Meilleure vente. on est un peu mieux sur l'usage, mais on n'est pas bon sur la conformité. Les deux sont importants. Je n'avais pas le minus icône, il m'a fallu un petit moment. Hein, Oui, quand même, pour le- en fait, oui, moi aussi. Je viens de l'avoir. J'ai vu Mathieu. Je viens de l'avoir. Moi, j'ai pas vu le. Merci Mathieu. Voilà, c'était juste pour montrer concrètement ce que ça donne et pour montrer que l'accessibilité, c'est à la fois de la conformité, donc de la loi, mais au-delà de la loi, c'est aussi une capacité à se rendre utilisable par tous et pour tous. Et donc, on va parler aussi de différents métiers, tels que les UX, par exemple. N'est-ce pas, Christine? On va basculer sur justement, c'est le bouton, on va rappeler les obligations. Alors, la loi, en fait, c'est assez simple. Elle existe depuis 2005. Donc, voilà, ce n'est pas tout neuf. Elle vient de fêter ses 20 ans. Au départ, la loi était uniquement orientée sur le monde du service public. Alors, service public et délégation de service public, avec une obligation de rendre l'ensemble de ces contenus numériques accessibles, c'est-à-dire les sites Internet, les applications mobiles, mais aussi le mobilier urbain, notamment dans le monde bancaire, on a tous les DAB, mais on a de plus en plus de mobilier urbain un peu partout. Et tout ce qui concerne, et ça, en fait, globalement, et tout ce qui est, tout ce qui est interne à l'entreprise, j'ai parlé tout à l'heure d'intégration professionnelle, donc vous avez les sites intranet et les applications métiers et RH. Donc ça, c'est vraiment la première partie de la loi. Sauf qu'à ce moment-là, l'entreprise privée n'était pas concernée. Il a fallu attendre une loi de 2016 sur la République numérique et un décret de 2019, parce qu'on a toujours un petit décalage entre la loi et la mise en application, qui intègre en fait toutes les entreprises de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit à peu près 1000 entreprises en France, avec l'obligation de se rendre accessible et, on va dire, 4 obligations. La première, c'est de définir, en fait, sur chacune de vos pages d'accueil, une petite information comme quoi votre site est soit non accessible, soit partiellement accessible, ou soit accessible. Au regard de ça, évidemment, cette information vous est délivrée parce que vous avez fait un audit et que vous avez, du coup, un montant, un pourcentage d'accessibilité qui fait suite à une déclaration d'accessibilité numérique. Donc ça, c'est la deuxième obligation, c'est de faire une déclaration d'accessibilité numérique. Troisième obligation, c'est d'avoir un référent accessibilité numérique. Ce référent est la personne qui va être en charge de porter la quatrième obligation, qui est le fait d'avoir un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. Le schéma, on a souvent tendance à le sous-estimer, c'est comment je me pose dans cette démarche dans les 3 prochaines années. Donc l'idéal, évidemment, c'est de faire un plan sur l'année 1, un plan sur l'année 2, un plan sur l'année 3. Mais, et là je vous parle moi en tant qu'utilisateur, le plus important n'est pas de vous rendre accessible demain matin, mais c'est bien de vous prolonger sur les 3 prochaines années et se dire, dans 3 ans, je suis où? Et c'est ça qui est important. Et vous avez, pour les semaines à venir, parce que là, c'est maintenant plus qu'une question de semaines, à partir du
28 juin 2025, une obligation qui est liée à une directive européenne qui va concerner toutes les entreprises de plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 10 salariés, et qui consiste effectivement à rendre ces environnements numériques accessibles. Donc on a bien on va dire, complémentarité de loi qui effectivement vous donne aujourd'hui tous les éléments pour que vous puissiez vous rendre accessible. En parallèle de ça, on a parlé tout à l'heure du RG2A, le RG2A est le référentiel en France pour se conformer à la loi. Vous avez parlé des conséquences légales. Qu'est-ce qu'on risque? C'est important quand même. Alors, globalement, et je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce qu'en fait, c'est mine de rien plus compliqué qu'il n'y paraît et on n'a pas non plus 3 heures pour en échanger. Vous avez plusieurs niveaux de risque. Le premier, c'est globalement 50 000 € d'amende sur la non-accessibilité de votre site. Et qui peut d'ailleurs se répéter tous les 6 mois. De la même façon, vous avez aussi un risque lié à l'affichage. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'éléments, 3 éléments qui étaient de l'ordre de l'affichage, c'est-à-dire la déclaration d'accessibilité, le schéma pluriannuel et la mention d'accessibilité sur votre page d'accueil. Donc ça, typiquement, le risque, il est de 25 000 €, pareil, tous les 6 mois. Et vous avez aussi d'autres, c'est écrit sur l'écran, d'autres risques qui sont liés on va dire, au fait de ne pas respecter d'autres lois, parce qu'en fait, c'est des surcouches législatives. Si je vous fais un résumé, globalement, il y a quand même un risque de 300 000 € à terme si vous ne respectez pas le sujet de l'accessibilité numérique. Donc, aujourd'hui, on pense aussi souvent normes, contraintes. Il faut voir aussi que c'est une opportunité. Comme l'a dit Christilla tout à l'heure, si vous ne pensez que contrainte, ça ne va pas vous faire avancer beaucoup. Par contre, si vous pensez opportunité, je pense que là, notamment si autour de la table, nous avons des responsables d'entreprise ou des responsables de sites de e-commerce, évidemment, il faut aller avant tout chercher le public. Parce que nous, en tant que site, personne en situation de handicap, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir acheter en ligne notamment. Et pour le coup, ce n'est pas encore si facile qu'on ne le pense. Vous avez pu l'identifier juste au préalable. Contrôle. Alors, bon, vous voyez, il y a quelques organismes. Il y en a 2 que vous connaissez plus que les autres. Enfin, 3, parce qu'on va prendre la Banque de France, mais globalement, la première, c'est l'ARCOM. L'ARCOM, en fait, c'est la première qui a été saisie du sujet, est en train de passer le relais à une autre société qui est aussi très connue, notamment des commerçants, qui est la DGCCRF. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'ARCOM a commencé à envoyer des courriers. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de 6 mois. La première démarche de l'ARCOM, c'est envoyer un courrier en disant, écoutez, vous n'êtes pas accessible ou vous n'avez pas mentionné votre accessibilité, dans la fameuse déclaration. On vous avertit que vous devez le faire. 6 mois après, ils vont revenir en disant, bah non, vous n'avez toujours pas fait ci ou toujours pas fait ça, donc il y a un risque d'amende à ce niveau-là. Et puis après, on va regarder, parce que l'application de la loi, c'est le 28 juin 2025, donc à partir du 28 juin 2025, vous devez être accessible. Alors, sauf pour les services publics, ils doivent l'être déjà depuis 2024, janvier 2024, mais globalement, c'est ça. Et donc, le risque, c'est que ces organismes qui sont en train de se structurer, et le font en adéquation aussi avec des associations représentantes du monde du handicap. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, le citoyen, au travers notamment de ces associations, a les outils. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui, sur l'ARCOM, vous avez un formulaire pour aller identifier un site ou une application non accessible. Donc voilà, aujourd'hui, le citoyen peut clairement prendre son destin en main et avertir, on va dire, les services idoines. Donc voilà, sachez que globalement, aujourd'hui, la loi est là, que les organismes sont nommés, prennent aujourd'hui en compte ces sujets, et donc on va commencer à voir des sanctions arriver. La première sanction la première structure qui a été, on va dire, identifiée comme étant non accessible, c'est le ministère de l'Éducation nationale via un outil, si vous êtes parent, vous devez forcément le connaître, qui s'appelle Pronote, qui était totalement inaccessible. Et donc, il y a un gros travail aujourd'hui d'accessibilité parce qu'ils se sont vus contraints à le rendre accessible. Voilà, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, ça commence en France, ça commence en Espagne, ça commence aux États-Unis. Alors, ça fait déjà très longtemps. Aux États-Unis, vous avez à peu près 4000 procès par an
sur le sujet de l'accessibilité. Alors, les États-Unis le voient d'un œil différent, c'est qu'ils prennent l'accessibilité sur le plan de la discrimination, ce qui est faisable aussi en France. On a des lois sur la discrimination, et notamment sur les sites de recrutement. Le risque, il peut être là. Mais sachez que voilà, c'est vraiment le sujet commence à grandir et aujourd'hui, on est capable, à la fois le citoyen, mais via les associations, ont les mains pour ça. Merci Mathieu. Maintenant, on va parler outils et notamment quels sont d'abord les outils d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Alors, vous avez eu l'occasion d'en écouter une. Alors, depuis maintenant 15 ans quasiment, j'ai le même outil. Et c'est aussi pour dire que l'accessibilité, c'est aussi un potentiel d'achat et de fidélité. Si je suis aujourd'hui un utilisateur d'Apple, c'est pas pour rien. En 2009, Apple intègre dans sa version 3GS un outil qui s'appelle VoiceOver. C'est un lecteur d'écran qui fonctionne très bien et surtout qui a été maintenu sur l'ensemble de ces applications, c'est-à-dire sur les versions de iOS et sur les outils iPhone, les outils iPod encore à l'époque, iPad et compagnie. On l'a même d'ailleurs sur l'iWatch. Tous ces outils aujourd'hui sont munis de manière aussi sur le Mac de cet outil, ce lecteur d'écran, qui est gratuit d'ailleurs. À chaque fois que vous achetez un équipement Apple, il est muni de cet outil. Et donc ça, c'est pour le handicap visuel. Vous avez aussi d'autres outils qui sont comme lecteur d'écran pour les aveugles, comme JAWS par exemple. Et vous avez aussi des loupes qui vont permettre à des personnes malvoyantes pour le coup de pouvoir appréhender une information visuelle. Et après, vous avez plein d'autres outils pour plein d'autres types de handicap. Typiquement, je l'ai dit tout à l'heure que Urbilog était une entreprise adaptée. On a des personnes sourdes qui utilisent en fait un speech to text. C'est en fait une petite enceinte qui récupère l'information. On l'a tous maintenant plus ou moins dans nos outils aussi. Mais pour eux, c'était vraiment indispensable de pouvoir transcrire de la voix en texte de manière à ce qu'ils puissent lire. On a des souris adaptées. On a des plages braille pour les personnes aveugles. En fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que le monde du handicap a ses propres outils pour appréhender l'univers numérique. Et en fait, on a tous nos propres outils. Et ce que l'on demande à tous les constructeurs de services et d'informations, c'est de faire en sorte d'appliquer les standards, parce que ces outils sont basés sur les standards. Et donc, c'est la réunification, on va dire, d'un outil d'assistance avec un standard qui est notamment le HTML, le CSS et l'accessibilité que l'on a dans ces environnements. Donc voilà un petit peu pour le sujet des outils. Je ne pourrais jamais tous vous les citer parce qu'en fait, ils sont propres à chaque handicap. Alors, on a quand même préparé un petit slide pour vous les montrer un petit peu plus visuellement. En effet, comme disait Mathieu, c'est important de rappeler que le RGA et le WCAG, en fait, sont vraiment des outils, des référentiels qui ont pris en compte tous ces outils-là. Donc, tous les critères qu'on vous demande de contrôler sont des critères pour que ces outils fonctionnent. Vous allez avoir, du coup, en partant d'en haut, en haut à gauche, la plage braille. On a aussi les claviers monomanuels, le headstick, on en a parlé. Sur la ligne du dessous, vous allez voir des outils d'eye tracking. Des lecteurs d'écran, on en a parlé, JAWS, VoiceOver. Vous avez aussi des claviers virtuels. Vous allez avoir un contracteur de souffle tout en bas à gauche, la trackball, le contrôle par la pensée, mais il y a encore de nombreux outils et des nouveaux outils qui sortent tous les jours. J'ai vu dernièrement à la foire de Paris des lunettes pour les personnes aveugles, d'ailleurs, pour le concours Lépine. Voilà, donc ça continue et en effet, ces outils-là se basent sur le même référentiel. Donc voilà, c'est hyper important de le respecter. On va vous parler maintenant des outils qu'on utilise pour vérifier la conformité et l'accessibilité. Tout à fait, parce que donc on parle justement de référentiel, on parle de ces outils qu'utilisent les personnes en situation de handicap, mais pour nous, donc moi spécifiquement, donc toutes les équipes de développement ou les testeurs comme les équipes de Betty, aujourd'hui on utilise plusieurs outils pour vérifier la mise en œuvre du RGAA. On va avoir des outils plus connus comme voilà le Google Lighthouse qui va vérifier un certain nombre de critères d'accessibilité. Vous avez des outils un petit peu plus spécifiques comme Wave ou comme aujourd'hui l'entreprise DexSystem qui a un outil Accessibility Checker. Côté outil un petit peu plus standard, Mathieu vous en a parlé, on teste bien sûr avec un HTML validateur. Donc là, c'est vraiment, on revient un petit peu aux origines et on va tester les conformités, enfin les validations W3C. Vous avez des outils qui vont nous permettre de vérifier la hiérarchie des titres, qui est extrêmement importante parce que c'est un moyen de navigation. Oui. Voilà, c'est un moyen de navigation, c'est l'un des premiers moyens de navigation sur une page
pour les personnes en situation de handicap, c'est vraiment votre hiérarchie de titres. Vous avez aussi des analyseurs de contraste, de couleurs, ou pareil, qui vont prendre en compte toutes les déficiences visuelles. Donc, on va éviter justement d'utiliser des surcouches qui sont aujourd'hui très, très en vente sur le marché et qui en fait ne répondent pas à beaucoup de problématiques parce qu'on va vous vendre des surcouches pour une personne daltonienne, pour une personne qui voit en monochromatique, enfin ce genre de choses, alors qu'il suffit simplement de vérifier le contraste de couleurs pour être accessible à tous ces types de déficiences visuelles. Et aussi, donc côté design, sur les maquettes, bien entendu, à l'étape de création de maquettes, on utilise plusieurs outils, donc nous, dans Figma, pour vérifier que déjà, au niveau maquette, au niveau conception, on a déjà des éléments qui sont conformes au RGA. Merci. Maintenant, on va passer à la partie qui, je pense, qui est importante, où tout le monde se pose des questions, c'est, voilà, si j'ai un site web ou une application mobile, comment se rend accessible? Quelles sont les différentes étapes à traverser pour être accessible? Alors, là, en fait, globalement, il y a 3 grandes étapes pour se rendre accessible. C'est vraiment une démarche presque itérative, puisqu'en fait, c'est une démarche qu'on va pouvoir poser au fur et à mesure de la construction de son site ou de son application. La première, c'est évaluer. En fait, ce qui est bien, c'est de savoir où on en est avant de se lancer dans quelques démarches que ce soit. La deuxième étape, c'est remédier. Pourquoi remédier? En fait, parce qu'une fois que vous avez ce qu'il faut faire, eh ben, on peut justement prendre le sujet et tout simplement travailler. Donc là, c'est là où, typiquement, la complémentarité entre Urbilog et Niji est importante, parce que nous, on ne fabrique pas, on est vraiment plutôt tiers de confiance. Et Niji, travaille, on va dire, de manière très opérationnelle sur, je dois rendre, par exemple, un formulaire accessible, voilà, il faut le faire de telle ou telle manière. Et la troisième étape, qui est pour moi la plus importante, c'est un peu ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est ne surtout pas régresser. La non-régression, c'est quelque chose d'hyper important auquel on a souvent tendance à négliger. Parce que, et là je vous parle de mon expérience, j'ai beaucoup de clients qui ont fait des audits, qui ont remédié, qui ont fait des audits, qui ont remédié. Et puis moi je dis, mais en fait on est toujours à peu près au même niveau. On n'arrive pas à progresser. Et en fait, la raison principale, c'est parce qu'on n'a pas justement eu ce plan d'action long terme, sur cette capacité de se projeter dans les 3 prochaines années. On a vu tout à l'heure qu'une des obligations légales, c'était d'avoir un schéma pluriannuel. Et l'idée du schéma, c'est justement de pouvoir se projeter dans le temps et de s'amener, on va dire, petit à petit à un site accessible. Et donc ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Si je fais un focus sur le premier élément qui est l'audit, alors l'audit, évaluer, c'est auditer, c'est faire aussi une contre-visite, c'est savoir choisir aussi son échantillon. On ne se rend pas suffisamment compte parfois que le but d'un audit n'est pas de tester 100% des pages d'un site, mais juste les pages qui sont représentatives. Et globalement, un site, ça se résume souvent entre 15 et 20 pages. Donc, quand on choisit les pages, on les choisit attentivement pour qu'on puisse retrouver globalement la totalité des typologies de problématiques qu'on pourrait rencontrer sur notre site Internet. Et lorsqu'on est dans la phase remédiation, bien évidemment, on va au-delà de l'audit. C'est-à-dire que s'il y a une page qui n'a pas été auditée et que l'on a, par exemple, une image qui n'est pas bien construite, il faut également la rendre accessible. Donc, l'idée de l'audit, c'est bien vraiment de se positionner sur la capacité à identifier les typologies de problématiques, mais pas la totalité des problématiques. Donc, c'est important que vous le sachiez, parce que ce n'est pas du tout le même travail que de faire de manière exhaustive on va dire, le regard d'accessibilité que de manière, on va dire, sur la typologie de problématique. La deuxième étape, c'est la remédiation. La remédiation, c'est la combinaison entre je conseille les bonnes pratiques, éventuellement je suis dans une capacité à recéter. Recéter, c'est tester, tout simplement, de manière itérative, et surtout, c'est de mettre en œuvre. Et donc, la mise en œuvre, c'est au travers, je pourrais te laisser parler d'ailleurs, Christina, l'idée, c'est vraiment de se donner tous les moyens dans des équipes digitales. J'ai parlé tout à l'heure du fait que l'accessibilité touchait plusieurs équipes. On va retrouver les équipes de conception, les UX, les UI. On va retrouver les équipes de dev,
qu'elles soient desktop ou mobile. On va retrouver, ce qu'on oublie souvent, les équipes des contributeurs, ceux qui vont rédiger, qui vont communiquer, parce que c'est eux qui, quelque part, vont faire vivre le site. Et puis après, vous avez les métiers qui sont un peu plus transverses. J'ai parlé des recetteurs, mais on va aussi parler des chefs de projet, des product owners, des product managers, qui, à un moment donné, doivent, dans leur métier, intégrer le sujet de l'accessibilité. Peut-être un mot Tout sur... à fait. Oui, il y a nos testeurs aussi. On travaille aussi beaucoup avec, j'en parlais tout à l'heure, les équipes SEO, du coup, pour Exactement. vérifier que voilà, les deux fonctionnent bien main dans la main, que parfois on a des besoins qui sont spécifiques SEO et du coup, pour l'accessibilité, on va trouver des solutions annexes. Mais c'est vraiment un travail voilà, qui touche toute personne qui intervient dans le cadre de la production d'un service numérique. Et où donc en effet toute personne doit être sensibilisée et formée, quel que soit son métier dans le cadre de cette production. Et si on se projette sur la non-régression, il faut bien intégrer que le but c'est de mettre en place un élément de gouvernance, de vérification, qui va permettre en fait au fur et à mesure de l'évolution de son site internet ou de son application de savoir où on en est. Souvent, on nous dit, bah voilà, d'ailleurs dans le référentiel, enfin dans le RG2A, il est stipulé que vous devez refaire un audit tous les 3 ans. Alors, sauf si vous avez un nouveau référentiel qui sort. Et petite info en avant-première, la version 5 du RG2A est en cours de rédaction. Et donc là, c'est plus 3 ans, c'est 18 mois. Donc, à ce niveau-là, il faut donc se donner les moyens, peut-être un peu avant tous les 18 mois ou tous les 3 ans, de savoir où on en est, parce que sinon, on se prend souvent une claque. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des KPI, simplement, pour pouvoir mesurer la progression de notre site et éventuellement mesurer si celui-ci régresse. Et pour faire ça, en fait, l'une des meilleures démarches aussi, c'est de former ses équipes, comme l'a évoqué Christina, et donc y former tous les métiers qui font partie de la création d'un site numérique ou d'une application. Merci Mathieu. On va passer à la suite. On va présenter Niji, présenter Urbilog et le partenariat, et à la fin, on va présenter notre axe et il y aura un petit temps d'échange si vous voulez poser des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous répondra si on peut, sinon on donnera la parole à Mathieu. Léo, tu nous parles de Niji ? Oui, merci Betty. Je vais essayer d'être synthétique pour effectivement laisser peut-être place à l'échange en fin de webinaire. Donc très rapidement, Niji, société française, fondée il y a maintenant plus de 24 ans, du côté de la Bretagne. Aujourd'hui, Niji est présent sur quasiment l'ensemble du territoire. On va le voir juste après. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que voilà, on a 3 métiers historiques. L'ADN effectivement de Niji découle aujourd'hui de ces 3 métiers qui ont grandi ensemble et c'est ça qui en fait la force, le conseil, le design et la mise en œuvre technologique. Donc on est en capacité finalement d'adresser tout projet de transformation de bout en bout, de l'idée à la réalité, avec effectivement une capacité à intervenir en amont sur du cadrage, sur de la MOA, mais également dans la mise en œuvre sur l'ensemble des couches, avec une mobile factory, une testing factory et notre capacité à mettre en place des digital factory. Et on a également donc une agence de design qui là encore regroupe l'ensemble des métiers, des experts sur la partie design et digital. Peut-être pour aussi rapidement présenter 2 verticales intéressantes chez Niji, une verticale Data IA qui est en forte croissance sur les dernières années, où là on va pouvoir intervenir sur toute la chaîne de la donnée, que ce soit effectivement dans la maîtrise ou dans la valorisation de la donnée, et bien évidemment aujourd'hui beaucoup de projets autour de l'IA, et une filiale Niji, enfin une filiale Niji, 100% Niji, qui s'appelle Imineti, qui est une filiale de cybersécurité qui est habilitée, qui est qualifiée PAX par l'ANSSI, également qualifiée PASI. Donc là, on va être aussi en mesure d'intervenir sur des sujets de gouvernance, sur de l'opérationnel, partie cybersécurité. Là, vous voyez voilà un peu la décomposition de nos métiers avec une
une majorité de nos troupes dans la mise en œuvre technologique. Aujourd'hui, plus de 720 experts sur cette partie-là. Le conseil, le design, on l'a évoqué. On a également effectivement en tant qu'intégrateur une capacité à mettre à travailler effectivement sur du Salesforce. Depuis 12 ans, on est suivi de partenaires, mais également de l'intégration de RP de solutions billing. Et donc la data et la cybersécurité pour compléter cette mosaïque d'expertise. Je vous en ai parlé rapidement, mais aujourd'hui on est sur une couverture territoriale qui d'ailleurs en fait fait partie historiquement de notre volonté de travailler au plus près des territoires en France. On est présent à Rennes, à Nantes, on est présent à Angers, à Bordeaux, à Nice, à Lyon, à Issy-les-Moulineaux, à Lille. Et cette présence auprès des territoires permet effectivement de travailler avec des acteurs publics, avec des acteurs privés, effectivement en région, au plus près des décideurs, et ça fait partie vraiment de notre volonté de faire. Je rajouterais également sur la DNIJ, on est une ETI, notre PDG aime à dire une entreprise de taille idéale. On est aujourd'hui effectivement plus de 1400, ce qui nous permet à la fois d'adresser des projets avec proximité, avec agilité, avec tout type de clients. On travaille certes avec des entreprises du CAC 40, mais également des ETI, avec des collectivités, avec des ministères. Donc, on a cette capacité de s'adapter à nos clients et on pense aujourd'hui que c'est important pour pouvoir effectivement mener à bien des projets sur un panel de clients diversifiés et différents. Et on a aussi effectivement cette capacité à adresser des projets industriels de plusieurs dizaines de TP, de plusieurs même vingtaines de TP et sur des grands comptes et d'industrialiser aujourd'hui des digital factories, des testing factories, des mobile factories. Voilà un peu pour très rapidement Niji. Alors on est une société engagée depuis maintenant très longtemps. On va avoir ces 4 axes que vous voyez ici sur l'éco-design. On a travaillé sur des projets structurants avec des gros acteurs de l'énergie, de la mobilité, sur des refontes de sites en éco-conception, sur des développements de sites en éco-conception. D'ailleurs, si vous allez voir vous-même notre site web, vous allez comprendre quand on pousse le curseur, on arrive effectivement à des résultats qui peuvent aujourd'hui être différenciants et qui aujourd'hui nous permettent d'être un acteur reconnu dans l'éco-conception. L'accessibilité, on en a parlé bien évidemment, et avec Urbilog et donc les équipes Niji aujourd'hui, c'est plus de 150 experts qui sont formés à l'accessibilité. La sobriété qui en découle et notre engagement pour le RSE qui aujourd'hui nous permet d'être certifié EcoVadis, qui nous permet effectivement de travailler sur ces sujets, que ce soit dans le handicap, l'association aux jeunes pour les enfants hospitalisés. On a aujourd'hui un engagement assez fort, que ce soit en région ou à Paris. Merci Léo. Donc on a aussi décidé de travailler avec Urbilog et je vais laisser Mathieu nous présenter Urbilog. Alors, je vais faire synthétique puisque on va essayer de rattraper un peu le temps. On a laissé passer. Urbilog, c'est une entreprise de conseil qui fait une 50aine de personnes aujourd'hui. On est basé sur l'île, mais on travaille sur l'ensemble du territoire français. On a une spécificité que j'ai évoquée tout à l'heure. On est une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'on a, on va dire, un agrément de l'État qui fait qu'on a 70% de nos salariés qui sont en situation de handicap. Et que du coup, en travaillant avec nous, chaque entreprise peut bénéficier d'un petit avantage fiscal, jusqu'à 30 à 100% d'ailleurs de certaines de nos prestations, sur la base de la taxe dite soit AGFIP ou FIPHFP, ça dépend dans quel domaine on se trouve, c'est-à-dire privé ou public. 2 offres. Alors l'accessibilité, je ne vais pas vous la présenter parce que globalement, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, mais on a une seconde offre qui concerne l'inclusion handicap. En fait, l'idée, c'est pour et par le handicap. On est plutôt dans le domaine de l'accessibilité, et par, c'est parce que nous faisons travailler des personnes en situation de handicap, et tout notre enjeu, c'est de permettre à nos partenaires d'intégrer mieux le handicap, notamment dans ses salariés, et c'est de la prestation, c'est du pré-recrutement, ça peut être aussi des alternants. En fait, l'idée, c'est de se dire comment nous, on peut, connaissant bien le sujet du handicap, aider nos partenaires à mieux intégrer le handicap dans leur écosystème. Donc, globalement, on travaille avec les grands comptes français. On a parlé du CAC 40, banque, assurance, transport, retail,
audiovisuel d'ailleurs, c'est très intéressant, et aussi tous les ministères avec lesquels on a eu l'occasion de travailler. Donc globalement, voilà, à la fois localisé sur l'île, mais avec on va dire une envergure nationale. Le prochain slide, c'est sur les moteurs. Les trois moteurs qui vous animent. Les moteurs qui nous animent. Alors, je ne sais plus. C'est pas très grave. L'expertise. Oui, parce qu'en fait, évidemment, on va toujours chercher en fait à aller travailler sur notre écosystème pour faire en sorte que ce soit sur l'inclusion ou que ce soit sur l'accessibilité, de pouvoir transmettre. Ça, c'est vraiment un de nos moteurs. On a d'ailleurs monté énormément de formations concernant des personnes en situation de handicap, leur permettant d'accéder à des métiers. Et donc, voilà, l'idée pour nous, en tout cas, c'est de transmettre, que ce soit sur le sujet de l'accessibilité ou de l'inclusion. Je propose qu'on avance sur le sujet. Donc, pourquoi Niji, pourquoi Urbilogue? Oui, alors, effectivement, on l'a vu, mais on a, je pense, ensemble une conviction que le numérique doit être fait et se développer pour qu'il soit utile. C'est quelque chose qui est important et qui est au sein des valeurs des deux entreprises, ce qui nous rapproche de fait. Ce qui nous a rapprochés aussi, c'est qu'on a travaillé ensemble. Avant même de travailler ensemble, Urbilogue a audité Niji, a travaillé sur des projets sur lesquels Niji était effectivement pour intervenir sur la partie mise en œuvre. Donc on connaît leurs compétences, leur expertise, leur exigence, et c'est vrai qu'on a vu en ce partenariat-là un sens assez fort de par la complémentarité des différentes expertises entre Niji et Urbilogue, de par aussi notre capacité à adresser des projets effectivement en amont ou des projets de mise en œuvre auprès de nombreux clients qu'on avait déjà en commun. Et donc, si on regarde la slide suivante, aujourd'hui, ce sont déjà plusieurs projets réalisés, que vous voyez apparaître à l'écran, des retours d'expérience qui nous confortent aussi dans cette capacité à faire ensemble et cette complémentarité. La contribution précieuse d'Urbilogue, effectivement, sur des projets en amont ou des projets menés par Niji pour faire effectivement de ce partenariat entre un référent historique dans l'accessibilité et un acteur aujourd'hui expérimenté au sein de l'écosystème effectivement français sur du digital, nous a convaincus de continuer à développer ce beau partenariat qui, on l'a rappelé, mais c'est aujourd'hui plus du coup de 150 experts sur ce sujet de l'accessibilité et des avant-ventes en cours et à venir également nombreuses. Pour compléter ce que tu viens de dire, Léo, en fait, la première fois, on s'est retrouvé en fait à la complémentarité, c'était l'accessibilité qui était demandée par un client et l'éco-conception. Et vraiment, on a eu cette complémentarité et on a d'ailleurs pu valoriser le fait qu'au mieux un site était éco-conçu, au plus il était accessible. Et vice-versa, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, en Niji, en fait, on a une offre de service vraiment de bout en bout qui accompagne nos projets de développement en build et run, mais aussi en conception. Donc, l'idée, c'est que Niji et Urbilogue ne se marchent pas dessus et de vraiment solliciter Urbilogue sur des moments clés et critiques de nos projets, tout en nous accompagnant tout au long du projet. Donc là, vous avez un exemple d'organisation de projet de build. Après, ça peut être pris par morceau. Souvent, les clients démarrent souvent par un audit d'accessibilité pour savoir où ils en sont, et après, on construit, comme l'a expliqué Mathieu, on construit un schéma pluriannuel et un plan d'action qu'on suit. Mais grosso modo, ça, c'est l'offre qu'on propose avec où Niji est en lead sur ses projets de développement et Urbilogue intervient. Urbilogue, cependant, reste en lead sur des activités comme l'audit, comme la validation de l'accessibilité des applications, parce qu'effectivement, c'est leur expertise et c'est leur métier. Et Urbilogue reste en lead aussi sur tout ce qui est formation, sensibilisation et veille réglementaire sur les projets de développement. Donc, en fait, faire un projet accessible avec Niji et Urbilogue, c'est la garantie de rendre accessible votre application et d'avoir une application qui soit au plus près de la réglementation française, notamment RGA. Pour illustrer tout ça,
on va parler de 2 REX. Donc, Christella va prendre la main pour présenter un REX qu'on a fait ensemble, un projet qu'on a réalisé ensemble pour RATP. Oui, tout à fait. Alors, ça a été l'un des premiers projets qu'on a travaillé en partenariat avec Urbilog. Donc, le groupe RATP a contacté Niji pour refondre leur site et avait à cœur d'y mettre une démarche d'éco-conception et d'accessibilité. Donc, les principaux objectifs, c'était du coup de renforcer l'identification du groupe RATP comme un acteur clé dans le développement des villes intelligentes et durables. Il voulait vraiment mettre ce point-là en avant et il voulait aussi bien sûr construire un site qui garantit une accessibilité optimale, donc en respectant le RGA, tout en restant sur une approche durable. Et donc sur le slide suivant, donc RATP a contacté Urbilog, donc c'est pas Niji qui a contacté Urbilog, c'est RATP qui a contacté Urbilog, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc pour que Urbilog prenne la partie accessibilité donc dans le cadre de cette refonte, et on vous en a parlé plusieurs fois tout au long de ce webinaire, ça a été un travail de partenariat ensemble en fait, une collaboration stratégique tout du long. Pour reprendre un peu ce que Betty vous expliquait juste avant, donc dans le cadre de la conception a été dirigée par Niji, la phase de conception a été dirigée par Niji, donc dans tout ce qui était atelier métier, toute la partie UX UI, voilà, l'arborescence, les wireframes, les maquettes. Mais pendant toute cette phase, on a intégré Urbilog, en fait. Dans toute cette phase de conception, on était en contact plusieurs fois par semaine. Voilà, ils ont validé les maquettes, ils ont tamponné suite aux ateliers métiers, l'arborescence, le wording, la hiérarchie des contenus. Tout ça a été validé par Urbilog pendant toute cette étape. Ensuite, pendant toute la phase de développement, il y a eu un suivi continu de la part d'Urbilog, voilà, qui était présent. On a travaillé en agilité, donc Urbilog était présent pendant nos démos. Ils étaient présents ensuite dans nos sprints pour nous faire la recette accessibilité, la recette des points accessibles tout au long du développement. Donc, on a vraiment travaillé avec eux en partenariat. Et si on avait les moindres questions, le moindre sujet, un doute, voilà, une vérification d'éléments, on passait par eux. Et puis, jusqu'à la phase finale, où c'est Urbilog qui a effectué l'audit RGA final, et toute la rédaction de la déclaration de conformité, le plan pluriannuel, tous les éléments obligatoires dans le cadre du RGA, pour atteindre aujourd'hui un score de 89% en taux moyen. Et donc, c'est cette expertise que nous, on a beaucoup apprécié. En fait, on a beaucoup apprécié ce travail en parallèle. Et depuis, on travaille sur tous nos sujets, sur tous nos sujets accessibles. On travaille avec Urbilog main dans la main et on essaye de garder vraiment cette même dynamique, de les intégrer dans nos équipes de production et dans nos équipes de conception comme si c'était des membres de l'équipe à part entière, parce que on estime que c'est très important que, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, tous les métiers prennent part à ce travail sur l'accessibilité. Donc vraiment, Urbilog, les équipes d'Urbilog sont intégrées dans nos équipes comme des membres d'équipes à part entière. C'est important de bien se mettre dans l'idée que au plus on est tôt dans un projet, en amont, et au plus on peut avoir un potentiel d'accessibilité important, sans que ça ait un coût d'ailleurs trop important, parce que il y a parfois des choix que l'on peut faire au tout début qui ont des impacts importants sur la suite. Et donc, c'est important, si on a la possibilité de le faire, de le prendre on va dire, le plus en amont possible. Ce que je voulais vous présenter là, c'est pas un cas concret, mais c'est un peu une histoire qui pourrait se raconter, qui est globalement assez fortement vécue chez certains de nos clients. L'idée, en tout cas, pour nous, c'est souvent de travailler non pas sur un site, comme on vient de l'évoquer là, mais sur un ensemble, sur un périmètre. Et d'ailleurs, l'une des premières choses que l'on peut faire, c'est définir quel est le périmètre, et de manière croissante. On a 3 ans pour pouvoir se donner, on va dire, les différents périmètres. Souvent, les entreprises commencent par leur site phare, ou en tout cas orienté client. En l'occurrence, là, le projet que je vais vous présenter, c'est un ensemble de sites orientés clients. On a un certain nombre de nos partenaires qui, une fois qu'ils ont entamé cette démarche, l'appliquent également sur leurs intranets, sachant que les intranets, c'est différent. Une bonne partie des intranets sont des outils achetés sur étagère, et donc forcément, on a moins la main. En l'occurrence, là, c'était un environnement sur lequel l'entreprise avait la main. L'objectif initial était de donner de l'autonomie.
Parce que c'est important aussi que nous, on puisse donner les clés à ceux qui sont en train de construire leur site ou leur écosystème numérique pour qu'ils intègrent l'accessibilité dans la durée. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, dans les 3 étapes, c'est la dernière qui est la plus importante, c'est celle qui va nous permettre de se projeter. Donc évidemment, on a fait des audits. Et d'ailleurs, on n'a pas fait des audits que de sites Internet, on a fait des audits de sites Internet, on a fait des audits d'applications mobiles, parce que c'était une société qui faisait ce genre de choses, et on a même fait des audits qui n'avaient pas de référentiel, en tout cas à l'époque. Notre AMU référentiel d'immobilier urbain n'était pas encore disponible. Et donc, voilà, on est capable de faire des audits sur tous les périmètres digitaux. L'idée aussi, et comme je vous l'ai évoqué, une fois qu'on a fait les audits, il faut aussi former les équipes. Et on a formé tout type d'équipes, c'est-à-dire les développeurs, à la fois des développeurs d'applications mobiles, iOS et Android, c'est pas la même façon de le faire, des développeurs de sites Internet. On a formé les UX UI, on a formé les product owners et les product designers, les product managers. On a formé chez eux, on n'a pas formé les recetteurs parce qu'il n'y en avait pas. Par contre, on a aussi formé les contributeurs. C'est important parce que surtout que cette entreprise communique énormément. Et donc, c'était important que toute la chaîne soit formée pour pouvoir se donner les moyens dans le temps. Et c'est vraiment ça qui est important, de se construire une accessibilité. Et d'ailleurs, si je devais donner un petit peu de sémantique, le but pour nous n'est pas de vous aider à vous rendre accessible. Le but pour nous est de faire en sorte que vous construisiez accessible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans cette démarche-là, évidemment, à un moment donné, on a eu un responsable de l'environnement digital de cette entreprise qui nous a dit « mais moi, j'ai besoin de suivre tout ça ». Donc, on a mis en place des comités, à la fois projets et des comités qui permettaient de prendre un petit peu plus de hauteur. Et donc, on avait un objectif aussi, c'est de pouvoir vérifier l'évolution sur 3 mois, 4 mois, de ce que l'on avait fait en termes d'accessibilité. Donc, mise en place de KPI pour identifier les progrès. Ou bien, au contraire, les rechutes. Parce que, en l'occurrence, les rechutes, il y en a eu. Et là, c'est un petit règle que je vous fais. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui font appel à des prestataires, comme Digi. Sauf que la majorité des prestataires savent évidemment répondre à un appel d'offres en disant « je sais vous faire avec l'accessibilité, mais je peux vous assurer que la réalité est tout autre ». Et en l'occurrence, il y a eu du temps, on a travaillé 3 ans avec cette entreprise, et on travaille toujours avec eux, et on a vu en fait la valse des prestataires, parce que voilà, les 3 ans, les personnes en prestation étaient révolues, et donc du coup, il a fallu reformer, voilà, et donc ça a été important en fait dans cette démarche-là. Donc, l'idée, si vous voulez, on va dire, vous projeter sur les 3 prochaines années, c'est effectivement, il faut rédiger le schéma pluriannuel, parce que ça nous permet effectivement de nous positionner en disant où on veut être demain, savoir quelles sont les clés qui vont nous permettre demain d'être meilleurs. Et je vais vous donner un petit élément aussi qui est important dans l'écosystème numérique qui nous est propre à chacun, c'est qu'on n'est jamais autonome à 100% sur notre site internet ou notre application mobile. On a souvent des partenaires. Je prends l'exemple de type, les cookies. C'est souvent un prestataire qu'on a intégré pour gérer les cookies. J'ai fait le test sur un de nos partenaires, et c'est 4 points d'accessibilité en moins. Tout simplement. Oui, c'est un classique. Et il y en a plein d'autres. Même chez nous, sur notre site Urbilog, on utilise des services, on est Calliope, hein, donc on est organisme de formation, donc on utilise un outil pour ça, qui permet de présenter un certain nombre d'éléments. Et en fait, c'est eux qui nous font perdre le maximum de points. Et donc, maintenant, il faut aller les convaincre, parce que le but, c'est pas de rester les bras ballants en disant, de toute façon, on peut rien faire. Non, en tant qu'acheteur, on a un potentiel, et c'est ça qu'il faut faire jouer aussi. On sait très bien que c'est plus long, mais c'est la vraie vie. Et donc, nous aussi, on est confrontés sur notre propre site Urbilog à ces problématiques-là, et donc, c'est aussi ça qu'on voulait vous partager. C'est que l'accessibilité, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, ça c'est clair, mais c'est surtout quelque chose qui doit se prolonger. C'est-à-dire que si vous pensez qu'une fois que vous avez rendu votre site, allez, on va dire, on est optimiste, 100% accessible, demain matin, il peut ne plus l'être. C'est pour ça qu'il faut mettre en place,
on va dire, un environnement favorisant l'accessibilité. Et attention, l'accessibilité est une chose, l'usage, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, en est une autre, et qui a tout autant d'importance. Voilà rapidement, et après je pense que le mieux c'est qu'encore vous puissiez poser des questions en fonction de vos interrogations sur tout ce qu'on a pu évoquer. Je ne sais pas si Betty a encore quelques petits éléments derrière. Non, après c'est la clôture et c'est le temps pour tout le monde puisse poser des questions. Vous avez un expert en ligne, profitez-en. N'hésitez pas à rallumer vos micros ou poser une question sur le chat. Comme vous avez vu, je ne suis pas bavard du tout, donc j'avais demandé à Betty d'être mon timekeeper. Non, mais c'est bien timé, Mathieu. J'ai posé une question que souvent on nous pose à Christella et moi, c'est mais pour être conforme, il faut être 100%. Il faut être à 100% dans le... Alors, au niveau légal, oui. En fait, aujourd'hui, la loi, elle dit ça. Alors, on ne va pas enregistrer, mais en fait, c'est juste strictement impossible. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Alors, impossible sur deux choses. On peut l'être, mais souvent, on ne le garde pas. Parce que c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce que souvent, notre site TV, vous allez avoir des nouveaux prestataires. Donc, j'aurais tendance à dire, le but n'est pas forcément... c'est le but d'essayer d'aller atteindre les 100% et d'essayer de maintenir ce taux. Soyons réalistes. Les 100%, même sur notre site, on n'est pas à 100%. Aujourd'hui, je ne le suis pas à cause de deux éléments, par la cookies, mais pas que. Je vais prendre un exemple très concret. On est Calliope et on a de ce fait-là des fichiers PDF que l'on met à disposition. Les fichiers PDF que nous a proposé Calliope n'étaient pas accessibles. Alors pour le coup, comme on travaille sur le sujet, on les a nous rendus accessibles. Mais c'est pas pérenne, parce que si demain il les change, on est obligé de le refaire. Et donc, le but, c'est d'avoir un objectif ambitieux. Et moi, je pense qu'il faut avoir une ambition de au moins 75%, et je mettrai assorti de quelque chose qui est important pour moi, c'est hors point bloquant. Parce qu'on peut très bien être à 99% d'accessibilité et d'avoir un point bloquant. Je vais faire un parallèle avec le bâtiment. Vous pouvez avoir un bâtiment qui soit 100% accessible. Si vous avez une porte à tambour à l'entrée, eh ben, les personnes aveugles, parce qu'évidemment que la canne, on a tendance à mettre un peu notre canne partout, ou bien en fauteuil, ça passe pas. S'il y a une marche à l'entrée, ça passe pas. Donc l'idée, pour nous en tout cas, c'est de ne pas être plus royaliste que le roi. Et c'est pour ça qu'on s'est confronté nous-mêmes, d'ailleurs, l'expérience que je pouvais vous redire, c'est que l'année dernière, on n'a pas fait notre site nous-mêmes, on a demandé à une structure de la faire, et on a challengé le low-code, no-code. Parce qu'on savait que c'était un vrai enjeu pour demain. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Et du coup, ça fait 1 an qu'on y travaille. Là, on est quasiment bon. Mais ça fait 1 an qu'on y travaille. Et ça fait 1 an qu'on fait émerger l'accessibilité chez notre partenaire pour que, dans ces technos, on y arrive. Donc, on peut y arriver, mais c'est pas parce que c'est écrit sur le papier. Parce que, en l'occurrence, c'était du Webflow. Webflow nous dit, oui, c'est tout bon. Non, c'est pas tout bon. Donc, dans la réalité, c'est pas exactement ça. Donc, on s'est confronté, nous aussi, à ces vrais enjeux, plutôt que de devoir faire nous-mêmes, où évidemment, c'est plus facile quand on maîtrise tout. Là, on s'est mis dans les conditions de nos clients, et on a vu qu'on avait mis 1 an. Donc, soyez, on va dire, assez pragmatique sur le sujet. Je vous dis, moi, mon objectif, en tant que personne handicapée, c'est pas que vous soyez demain accessible, c'est que dans les 3 prochaines années, vous ayez votre trajectoire pour le devenir, non seulement sur votre site internet dédié à vos publics, mais aussi sur vos intranets, parce que mine de rien, ça veut dire aussi l'emploi derrière. Et comme je vous le dis, on a une deuxième ligne chez nous qui est l'inclusion. C'est un vrai enjeu. J'avais une question. Quel est l'impact de l'IA sur l'accessibilité? Alors, elle est très large, ma question. Oui, parce que tu peux avoir un impact à la fois côté construction, de plus en plus, l'IA va construire nos sites, l'IA va remplacer nos devs. Alors oui et non. Moi, j'ai tendance à dire, il y a des choses que je ne confierai pas à l'IA. Et en fait, le vrai enjeu, c'est ça. Je faisais la réflexion la fois dernière, on déposait un petit peu, on était dans une démarche sur un gros projet ambitieux, et puis se pose la question de, est-ce que tu aurais confié l'écriture de ce projet à l'IA? La réponse est non. Donc oui, l'IA va nous aider à construire, c'est certain. L'IA va nous aider à gagner du temps, mais tant que, l'IA ne va pas remplacer l'homme. Ça, c'est sur la partie, pour moi, équipe. Et il y a une autre partie qui est usage.
moi, en tant qu'utilisateur aveugle, est-ce que l'IA ne pourrait pas me dire ce qu'il y a sur l'écran? Si vous écoutez les vendeurs d'IA, ils vont vous dire oui. Hein. La réalité est un peu autre. Déjà, on n'en est pas encore là. Et ensuite, moi, j'attends. Parce que je serais ravi que l'IA m'aide à comprendre ce qu'il y a sur une interface. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne le pense, et je pense en toute sincérité que ça pourra m'aider. J'ai vu encore, là, on parlait des lunettes connectées. Il vient de sortir des lunettes connectées. Alors, j'ai vu sur mes listes de discussion des gens qui étaient dithyrambiques, des utilisateurs. Hein. Dire, ouais, ça fait ci, ça fait ça. Puis il y en a un autre qui a dit, je vais vous donner les éléments de manière concrète. Il dit, ouais, mais en fait, j'ai demandé à mon IA de lire ma page. C'était des comptes bancaires. Il n'a rien compris. Mais oui, dans notre vie de tous les jours, c'est pas que du texte linéaire qu'on lit. Hein. Donc, c'est ça aussi, c'est que la technologie va nous aider. La technologie va nous permettre probablement de compenser une partie de ce que l'on pourrait faire avec l'accessibilité numérique, notamment. Mais en toute sincérité, elle ne va pas faire le café. Parce que ça restera quelque chose qu'il faudra d'abord appréhender. Tout le monde ne sera pas capable d'utiliser l'IA demain. Hein. Il y a quand même des personnes seniors qui ont un peu plus de difficultés à utiliser ces nouvelles technologies. Donc, voyez, soyez attentifs sur le fait que l'IA peut vraiment nous aider dans les deux sens, mais ne va pas tout remplacer. Est-ce qu'il y a des questions en ligne pour Mathieu? Oui, ou pour vous. Hein, ou pour nous, oui. La construction, c'est important aussi. Hein. Il y a des petits pièges. Petit. Je vais peut-être me poser à moi-même une question, parce que je pense que c'est important. On parle souvent de technologie. J'ai parlé de HTML tout à l'heure, de CSS, qui sont les deux vecteurs essentiels de nos environnements numériques. Mais il y a aussi le JavaScript. J'ai entendu plein de choses sur le JavaScript. J'ai même entendu un jour qu'il ne fallait pas mettre de JavaScript. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas, je vous rassure. Par contre, la question, c'est est-ce que le JavaScript, on peut le rendre accessible? La réponse est oui. Mais le vrai enjeu de l'accessibilité est souvent là où le bas blesse, c'est sur le JavaScript. C'est-à-dire là où c'est le plus compliqué, c'est souvent ça. Que ce soit dans l'éco-conception ou dans l'accessibilité, si on fait moins de JavaScript, c'est mieux. Et donc, essayez peut-être de travailler sur un peu moins en faire. D'abord, ça coûte cher à faire, ça coûte cher à maintenir. Et en plus, c'est souvent là où il y a les pièges. Parce que on peut remplacer un formulaire par un JavaScript. Mais souvent, on oublie que ce fameux JavaScript remplace un formulaire et que du coup, dans la manière dont on va, dans mes outils d'assistance vont interpréter l'information, ça peut ne plus être un formulaire. Je prends un cas concret. Les petites boîtes à cocher, genre les CGV. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Hein. Parce que ce n'était pas dans le design de la marque, on avait voulu absolument changer la couleur, mettre un effet d'ombrage, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on dit, on donne ça dans les mains des UX UI, et puis on dit, fais-moi quelque chose qui soit beau. Ok, donc ils font deux belles images. Une image de la boîte à cocher cochée, une image de la boîte à cocher non cochée. Et après, ils donnent ça dans les mains des développeurs et disent, mets-moi ça sur le site, transforme-le-moi. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait qu'on a utilisé un JavaScript pour transformer une image A en image B. Et à aucun moment on a pensé que c'était un formulaire. Et que du coup, on devait pouvoir y accéder avec la tabulation, ce qui n'est plus le cas parce qu'une image nativement n'est pas tabulable, et que l'on pouvait faire avec la touche Tab, je coche et je décoche. Et surtout que je sache sur quelle image je suis, la boîte à cocher cochée ou la boîte à cocher non cochée. Voilà un exemple concret qui illustre le fait que parfois on utilise des JavaScript, alors que pour info, tout ça, ça se fait en CSS, en feuille de style. HTML, CSS, et ça fait le job. Et là, pour le coup, c'est natif et c'est standard. Ça coûte moins cher à produire, ça coûte moins cher à maintenir, et c'est plus efficace. Voilà un petit exemple concret de ce que je rencontre régulièrement et qui, moi, me font des points de blocage. Alors, même sans ça, moi, je peux intervenir. Dans le cadre de l'UX, nous, on a souvent un cas qui est le fameux carrousel quand on arrive sur une page. On arrive sur une page d'accueil, on a tout de suite un premier grand carrousel qui va, on le voit beaucoup dans les sites e-commerce, qui va mettre en avant des promos, où c'est une image, donc c'est pas des textes qui sont accessibles, c'est pas lisible. Nous, on se rend compte non seulement que voilà, c'est un problème d'accessibilité, mais en plus, dans nos analyses, dans les analyses de clics, dans les analyses analytiques, on se rend compte que les gens n'utilisent pas ces carousels. Souvent, ils ne regardent pas tous les slides, en fait, ils vont regarder le premier et puis ils vont scroller sur le reste de la page. Mais on se rend compte que c'est encore
une idée reçue de penser que si on met un carrousel à l'arrivée sur la page, on va transmettre beaucoup plus d'informations à notre utilisateur, alors que dans la réalité, personne ne les utilise. Donc c'est un travail que nous, on fait beaucoup dans nos ateliers métiers, d'essayer de comprendre à nos clients de se déshabituer de ce qu'on voit partout et de ce qu'on a vu en fait pendant plusieurs années partout sur les sites internet, qui ne sont pas toujours les bonnes réponses. C'est pas parce que ça a été utilisé à outrance et que tout le monde le fait que c'est toujours la meilleure solution, que ce soit en termes d'UX, ou d'avoir plus de clics, ou de passer une information, et surtout pour l'accessibilité. Alors juste pour information, quand on a construit notre site, on avait mis un carrousel au départ. Et bien on y a renoncé. Parce qu'on n'arrivait pas à rendre tout accessible en fonction de la technologie qu'on a utilisée. Et autre info, c'était une réflexion que j'avais évoquée, alors c'est pas sur les carousels en tant que tel, mais c'est sur tout ce qui est pub, parce que c'est une forme de publicité, le carrousel. Souvent, on envoie des informations à quelqu'un qui ne connaît encore pas son environnement. Je prends l'exemple d'un site e-commerce. Si vous ne connaissez pas votre client, comment vous pouvez lui pousser telle ou telle promo avant même que vous le connaissiez? C'est une réflexion qu'on a tendance souvent à sous-estimer. N'oubliez pas que tout ce qui est le plus, on va dire, le plus performant et le plus efficace, c'est ce dont la personne a besoin. Donc, ne poussez pas au hasard. Je pense que c'est plus contre-productif qu'autre chose. Merci. On arrive à la fin de notre webinaire. La présentation va être mise en ligne, sera communiquée sur les réseaux. Et si vous souhaitez nous contacter, Mathieu, Léo, Christelle et moi, on est joignable sur LinkedIn et vous avez nos coordonnées sur les slides. Voilà. Un grand merci à tous, un grand merci à Mathieu, Christella, Léo pour cette belle présentation. Merci Betty. Et merci à tous d'avoir participé et on est effectivement à votre dispo si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser en live. N'hésitez surtout pas. Merci à tous et bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.